Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et je suis avec Erhard Lick. Bonjour Olivier, je suis très heureux d'être ici. Bonjour Erhard. Alors tu es enseignant-chercheur à l'ESCE depuis 2012. Ouais. C'est ce qui apparaît sur ton CV. Ouais. D'ailleurs, on s'est rencontrés en 2012 puisqu'on a partagé les mêmes bureaux. Ouais. Avant ça, tu étais enseignant à Vienne, où tu as fait ton doctorat. Ouais. Alors je dis que tu étais enseignant-chercheur, mais je n'ai pas dit en quelle discipline. Tu enseignes le marketing. En marketing, hein. Ouais. Ouais, j'ai aussi deux licences. L'autre, c'est parce que j'ai aussi fait des études de linguistique. Toi, en travaillant sur la question du marketing, forcément, tu t'intéresses aux attitudes et aux comportements du consommateur, aux stratégies des industriels, des publicitaires, des marketeurs. Tu t'intéresses à la façon dont aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'attirer l'attention d'un consommateur sur un produit, quoi. Il est flâneur, il passe d'une chose à l'autre, comment arriver à attirer sa concentration sur un bien qu'on veut lui vendre. Et tu es là aussi, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, pour comprendre, tu décryptes les stratégies qui sont mises en place et tu es là pour aider ou pour assister le marketeur d'aujourd'hui et de demain à élaborer des stratégies qui soient pertinentes avec les nouveaux comportements des consommateurs. Est-ce que c'est juste ? Voilà, ouais, c'est juste. Super. Tout à fait. J'ai bien compris. Ouais. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le croisement justement entre le marketeur et le linguiste, ou le linguiste et le marketeur, hein. C'est-à-dire celui qui analyse des textes au sens large. Si on parle du texte, premièrement, on pense à un texte qu'on lit ou quelqu'un lit. Mais le texte, ça pourrait être aussi, par exemple, un morceau de musique. Ça pourrait aussi un parfum. Ça pourrait être aussi Un logo. Un logo, oui, c'est ça. C'est-à-dire, on parle aussi du texte multimodal. Parce que si on regarde l'évolution du discours de marketing, d'abord, c'était très verbal. Après, on est dans une période, peut-être il y a 10 ans, depuis 10 ans, une période visuelle, c'est-à-dire l'importance du visuel a vraiment gagné d'importance. Et maintenant, c'est la multimodalité, c'est-à-dire on communique avec tous les sens, Ouais. c'est-à-dire des stimuli de tous les sens. Ouais, c'est ça. Et le texte, c'est toutes ces dimensions, l'entrelacement de ces dimensions. Le visuel, le verbal, et on verra d'autres dimensions aussi. Je te propose de faire ce chemin, justement, parce que c'est le principe de développer. On va développer chacun de nos sens qui est sollicité. Et je te propose de commencer par le premier Bristol, où j'ai marqué un terme que tu vas nous expliquer. C'est grammaire visuelle. Si on apprend une langue, ça c'est un peu ça pose toujours des problèmes de créer des phrases correctes. Il y a la sémantique, choses comme ça. Mais on peut aussi transposer la grammaire d'un texte aussi d'un texte aussi au discours visuel. Si tu regardes une publicité, il y a la dimension verbale, mais aussi la dimension visuelle. Essayons de rentrer dans le détail, justement. Ouais. Qu'est-ce que je vais voir, moi, en tant que lecteur, et comment ça va envoyer un message différent en fonction de la grammaire ou des codes qui vont être adoptés? Ouais, par exemple, on peut distinguer entre demand et offer. Ouais. C'est-à-dire demand, c'est-à-dire la personne qui est montrée dans la publicité entre en contact avec le lecteur, c'est-à-dire elle regarde, la personne regarde le lecteur. Là, on est exactement en situation de demande. Ouais, c'est ça. Demande, c'est-à-dire, oui, demande. Pourquoi demande ? Parce que la personne veut que le lecteur réagisse d'une façon, achète ou utilise le produit du poté. Ouais, ok. Ça s'adresse directement à toi, le consommateur. Il y a une relation égale, horizontale entre toi et moi. Ça, c'est la logique de la demande. Ouais. Donc là, une publicité, je vais voir, typiquement, c'est le langage de la publicité pour les cosmétiques ou quoi, où tu vas voir une femme, un mannequin qui va être présent face à toi dans l'image, comme si elle regardait son miroir, mais c'est toi qui es en face, et c'est pour la vendre le produit cosmétique. Maintenant, il y a des publicités qui sont du côté de l'offre. Ouais, de l'offre, offer. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire, la personne qui est montrée dans l'image ne te regarde pas. Ne regarde pas le visuel, le lecteur ou la lectrice. Et ça, c'est-à-dire, c'est seulement un objet d'observation.
C'est-à-dire, la personne n'entre pas en contact avec toi. Et naturellement, ça a aussi une influence sur la perception des consommateurs. Par exemple, on peut aussi regarder la posture de la personne. Des personnes dans la publicité. La personne peut être juste en face du lecteur, ou on peut aussi être... ça peut être aussi montré d'une façon oblique. Ouais. Et la différence, c'est que dans le premier cas, la personne fait partie du monde de lecteur. Et si la personne est montrée d'une façon oblique, c'est-à-dire la personne ne fait pas partie de ton monde. Ouais, par exemple, si je vois une publicité avec Brad Pitt en train de boire du café DeLonghi, il est face à moi et on veut me faire passer le message qui fait partie de mon monde, moi qui bois mon café, quoi. Par contre, si j'ai un regard légèrement du haut, par exemple vers le bas ou sur le côté, là, j'indique un décalage. C'est pas le même monde et j'en vois plus du côté de l'information. Je donne de l'information. Oui, mais il faut distinguer entre l'axe horizontal et vertical. D'accord. Moi, j'ai parlé maintenant de l'axe horizontal. Donc là, mais on peut aussi regarder l'axe vertical. Ouais. La plupart des modèles dans les publicités, elles regardent sur le lecteur, c'est-à-dire parce elles sont dominantes en fait. Ils sont dominantes. Le modèle exerce un pouvoir sur toi. Ouais, et là, c'est le côté un peu impératif il faut consommer. Ouais. Si belle que moi, il faut acheter ce produit. Et je comprends bien. Il y a, bien sûr, est-ce qu'on est face à l'image et face au lecteur? Est-ce qu'on est un peu en décalé? Est-ce qu'on est un peu en surplomb? D'accord. Il y a une autre code qui est important dans la publicité, c'est est-ce que je suis représenté seul ou est-ce que je suis représenté avec mon entourage social immédiat, c'est-à-dire qu'on voit un peu plus large, on voit ce qui m'entoure, ou est-ce qu'au contraire, on voit carrément le plan très très large? Ça aussi, c'est un jeu sur la perception du lecteur. Ouais, c'est aussi la distance, la distance sociale. On peut regarder un mannequin de près, ou aussi de très loin. Ouais. Et naturellement, oui, c'est-à-dire il y a ça, ce sont des choses qu'on doit considérer pour interpréter une publicité, mais aussi de créer une publicité. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai aussi passé un mois à Montréal pour faire des recherches. J'ai aussi fait des entretiens avec des représentants d'une agence de publicité. Et là-bas, quelqu'un m'a dit qu'ils ont créé une publicité pour le loto. Ouais. Loto canadien. Le sujet, c'était le suivant. Le fils vient à la maison, il rencontre son père et il dit « On a gagné dans le loto et on va voyager où ?» Et c'était le même sujet dans la publicité francophone et anglophone, québécoise et anglophone. Mais l'intérieur était différent, c'est-à-dire les meubles étaient différents, mais aussi la destination. Parce que pour les anglophones, c'était le Floride. Ouais, parce que les anglophones, il y a beaucoup des Américains, les anglophones vont en Floride, et les autres, c'est le Vietnam. Ah, c'est drôle, ouais. À cause la France a des relations avec le Vietnam, les relations historiques. Ouais, d'accord. Et ça montre très bien que il faut quand on crée une publicité aussi, analyse une publicité, il faut toujours regarder la culture et le contexte socio-culturel. Je te propose de passer au second mot. Tiens, je vais me faire une petite virgule. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des virgules. Une virgule. Tu vois, c'est un petit sonore comme ça qui nous permet de dire on a terminé avec la première question. On passe à la deuxième. Ah oui. Analyse verbale. Donc, on était dans le visuel. Et là, l'analyse verbale est la question des hard sell, soft sell, avec un exemple encore d'une publicité que tu as utilisée, toujours au Canada, pour le café. Ouais, pour le café, c'était un Coffee Mate. Ça, c'est un Coffee Whitener. Et ça, c'était une publicité qui est apparue en anglais et en français. Et le texte, le visuel, c'était le même, mais le verbal, c'était différent. On voit ça, si je mets ça à l'image, tac. Voilà, on les voit pas, c'est pas hyper clair, mais c'est les deux images publicitaires qui sont utilisées.
Ouais. Et ça, on s'est rendu compte, on a conclu que la publicité française poursuit plutôt une stratégie de soft sell. Et l'anglophone, la publicité anglophone, c'était plutôt une stratégie de hard sell. Ouais. C'est-à-dire, et ça, c'est reflété dans le discours verbal. Alors, il faut que tu m'expliques ce que c'est que le hard et le soft sell, parce que moi, quand j'entends hard sell, j'entends le hard discount. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hard sell, c'est-à-dire on utilise des impératifs et on utilise un discours direct. Acheter ça, utiliser ça et comme ça. Et soft sell, c'est-à-dire c'est plutôt indirect. Et je crois que ça reflète aussi la différence culturelle entre les anglophones et les francophones, parce que moi, j'ai aussi, en France, j'ai aussi compris que les discours est plutôt indirect. Plutôt indirect par rapport à la culture anglophone. Ouais, bah, tu en parles dans ton article, mais il y a le you qui se traduit par un tutoiement, vouvoiement, tout est indifférencié, alors que le français a déjà cette nuance du tu et du vous qu'on retrouve aussi dans le langage publicitaire, parce que le you will buy it, tu vas acheter ça, tu es dans l'impératif, l'injonction, il faut y aller, alors que les formulations françaises sont plus arrondies, plus métaphoriques. Ouais. Tout à fait, ouais. Et moins tourné vers le produit. Ouais. Et plus sur la passion. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une analyse que tu fais, c'est une analyse sémantique. Tu regardes les mots, tu vois les choix de mots qui sont faits. Les publicités sont très proches. Et pourtant, à travers ces choix des mots, des conjonctions, etc., qui sont utilisées, des conjonctions de coordination et tout, tu vois qu'il y a cette différence culturelle qui s'imprime. Ouais. C'est ça, très subtil, mais c'est le tâche d'un chercheur de vraiment détecter des différences sémantiques. Hein. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, les Anglais, mais ça ne va pas étonner même ceux qui sont en régie, sont plus tournés vers la performance, et les Français plus du côté du fantasme, de la métaphore, du désir et des péchés. Ça, c'est drôle quand même, parce que dans la publicité pour le café, on va utiliser le langage des péchés, genre le tabou, l'interdit et tout ça. C'est très drôle qu'on aille sur ce terrain-là, alors qu'effectivement, les Anglais vont plus être sur l'efficacité du produit et sur le fait que le consommateur doit acheter ça. Donc, ce dont on a parlé, c'est des analyses assez classiques. Mais il y a une évolution du marketing, tu vas nous en parler peut-être avec le sensory marketing, donc l'aspect sensoriel, et le fait qu'on multiplie, les textes se mélangent, interfèrent les uns avec les autres, et on a le multimodal. Oui, parce qu'on parle aussi du marketing expérientiel, c'est-à-dire, comme marketeur, aujourd'hui, il faut créer une expérience. C'est pas quand tu achètes chez Starbucks une boisson, c'est pas seulement une boisson. Tu achètes l'expérience. Ok. Et dans l'expérience, il y a aussi le multisensoriel, c'est-à-dire la définition de sensory marketing, ce serait de créer une multisensory brand experience. C'est-à-dire, oui, une expérience multisensorielle basée sur la marque. Et aussi, naturellement, c'est raciné dans du positionnement de la marque. Quand je demande à les étudiants dans ma première séance en marketing sensoriel, je pose la question, qu'est-ce que c'est le marketing sensoriel? Naturellement, la plupart disent, OK, c'est l'olfaction. Ouais. Ça, on pense automatiquement à l'olfaction. C'est le plus simple. Ouais. C'est plus... Non, mais naturellement, c'est très important. Pour moi, c'est aussi le sens très, très intriguant parce que l'olfaction est très liée aux mémoires. Et c'est par exemple, je suis sûr quand tu penses à ton enfance, quand tu as visité les maisons de tes meilleurs amis, ouais. Je crois que tu peux encore te souvenir de l'olfaction dans leur maison. Je crois que toutes les maisons de famille ont une olfaction très particulière. Tout à fait. Et on peut aussi l'utiliser, par exemple, dans les hôtels. Hein. On utilise des sprays d'ambiance, des parfums d'ambiance, et après, on peut aussi vendre une bougie ou ce spray à la fin. C'est-à-dire, ça va être idéalement, le client a passé du bon temps
dans l'hôtel, mais après, quand il est à la maison, il va aussi encore sentir ce parfum, il va se souvenir du temps agréable qu'il a passé à l'hôtel. Mais il y avait dans les autres sens, on en parlait tout à l'heure en préparant, tu parlais du toucher aussi, et notamment les magazines. La qualité du papier, le grain, est une expérience aussi sensorielle qui a un impact ou une influence sur le consommateur. Ouais. Ce sont des choses qui sont évidentes, mais on pense pas à ça. C'est-à-dire, maintenant, je suis vraiment dedans. C'est-à-dire, quand je vais dans un magasin, je touche, par exemple, les chips. Parce qu'il a des packaging. Non, des packaging, pas des chips. J'ouvre des packaging et non. Je touche. Par exemple, si on est devant le rayon de chips, tu regardes les différents packaging. Il y a la gamme entière. Il y a les chips pas chers, ouais, et là les chips de haute gamme. Ouais, parce que Kettles, par exemple, je ne veux pas faire de la publicité, mais Kettles et l'autre, peut-être, ce sont des marques du retailer. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu vois aussi, parce que le toucher, oui, c'est complètement différent. Ouais, c'est complètement différent en ce qui concerne la qualité du packaging, mais aussi la texture et des chips de haute gamme. Normalement, le packaging, c'est très... la texture est très rough. Ouais. Dur, ouais, c'est ça, comme les chips dedans. C'est-à-dire, ça fait une référence aux chips dedans. J'aime bien l'idée. Mais ce qui est intégré aussi à ce marketing sensoriel et à l'expérience multimodale, c'est le consommateur lui-même qui est pris dans l'espace. C'est-à-dire la façon dont il va bouger, la façon dont il va interagir. C'est pas quelque chose qui est hors de l'espace de la vente, c'est pensé dans l'espace. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. On parle aussi d'un magasin, d'un espace spatial. Ah non, c'est un espace spatial, oui, c'est logique. C'est ça. Un espace spatial. C'est ça, c'est-à-dire il y a l'extérieur, l'intérieur, mais comme tu as dit, aussi le mouvement et l'interaction du consommateur avec les produits et aussi les autres clients, et en particulier les vendeurs, vendeuses. Et ça c'est important qu'on utilise beaucoup qu'on intègre beaucoup de sens différents. Ouais. C'est-à-dire, c'est que l'expérience soit la plus riche possible, quoi. C'est ça. Mais il faut aussi faire attention parce que dans la littérature, récemment, on parle aussi de sensory overload. C'est-à-dire, ça peut être aussi too much. Ouais, ok. Ça, c'est, oui, un exemple, c'est Abercrombie & Fitch, quand il y a vraiment la musique à fond, aussi l'obscurité, dans les spotlights, c'est des choses comme ça. C'est très, pour quelqu'un de sensible, ça pourrait être too much. T'es vraiment dans l'ambiance de la boîte de nuit, quoi. Avec c'est des go-go dancers. C'est un cas extrême. Ouais. Le cas extrême, mais c'est-à-dire quand on parle de l'olfaction, par exemple, l'olfaction, ce serait subtil, c'est pas trop lourd. Hein. Mais moi, si je rentre dans un magasin Sephora, j'ai mal à la tête au bout de 5 minutes. Oui. Ce que je te propose de faire, c'est, après notre échange, il faut que je retrouve la bonne fiche. On est dans Humanité, développer. Pour conclure cet échange, je te propose d'inscrire un mot, soit d'une chose que tu n'as pas pu évoquer, qui te semble importante, soit de quelque chose qui t'est venu à l'esprit quand on parlait, ou soit d'un résumé de tout notre échange, et je te demanderai de le développer ensuite en quelques secondes. Donc vas-y, tu peux écrire ce mot, et on va voir ce qui va nous sortir du chapeau. Est-ce que c'est un mot qu'on connaît? Est-ce que c'est un mot qu'on ne connaît pas? C'est long en tout cas. Ouais. J'écris. Tu ne peux pas le décoder, parce que... J'écris. Tadam. Attends, on va essayer, on va voir. Attends, oui. Non, tu peux pas. Alors, je le montre. Non. Je le montre à l'image. Tada. Essayez. Attends, c'est comme ça. Ah, je crois que je l'ai. Attends, j'arrive mieux à le lire à l'écran que quand je lis là. Je pense que tu as marqué transdisciplinarité. Non. Non, interdisciplinarité. Pardon, mais je sais pas. C'est pareil. Non, interdisciplinarité. Mais ça me va aussi. Et
Et ça me plaît parce qu'en fait, tu me fais plaisir en revenant dans l'humanité de me parler d'interdisciplinarité. Moi, je viens pas du tout du marketing. On l'a dit dans l'introduction, je viens de la philosophie et on discute ensemble. Donc, on croise des domaines de compétences qui sont très, très éloignés. Ouais. Et ça, oui, parce que pour moi, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours d'interdisciplinarité dans la recherche, mais c'est plus ou moins rare. Ouais. Et je crois que ça, c'est très important aussi de créer un pont entre les humanités et le marketing, ou je sais pas, la psychologie, des autres, c'est-à-dire il faut aussi créer des transversalités. Ah oui, transversalité entre les disciplines. Ben, c'est parfait. Et moi, le marketing pourrait être vraiment très enrichi par la linguistique, par exemple. Hein, par exemple, on parle aussi des onomastiques, marketing semiotics. Ce sont c'est-à-dire dans le marketing, on est aussi beaucoup influencé par la linguistique. Et je crois c'est très important de pas penser à une rivalité entre les deux disciplines, mais il faut vraiment connecter les deux disciplines, les humanités, le marketing, qui est très fructueuse. Je peux rien dire de plus, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense qu'on peut se le garder pour faire un teaser du programme, en fait. On va même te réutiliser pour dire, voilà, à quel point c'est important l'interdisciplinarité, parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de gens en parlent, c'est plus difficile à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de bonne volonté. Il faut vraiment s'intéresser au domaine d'expertise de l'autre et essayer de trouver les croisements et les points d'achoppement aussi, parce qu'il y en a. Parfois, on n'est pas d'accord, on ne travaille pas dans les mêmes disciplines. Mais voilà. Donc, ouais. Je laisse cette perspective ouverte pour l'avenir. Merci, Erhard. De rien. À la prochaine. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.